Salut! Aujourd'hui au podcast, je reçois Kevin Pigeon, qui est un ami perceur et détatoueur au laser. Il travaille à la morsure. On va en apprendre un peu plus sur son métier parce que c'est quelque chose de mystérieux. Je vous laisse le découvrir. Salut! Moi c'est Simon. Dans la vie, j'ai eu plein de chapeaux. Pas celui-là dont je me sers pour protéger vos yeux de mon crâne luisant. Je suis parti de chapeaux professionnels. J'ai été barman, physio, entraîneur, ramasseur de duvet de poussin, expert en décoration de café, gratteux de guitare, tatoueur, aideur de malpris. Dans ce balado, je rencontre du monde qui, comme moi, n'ont pas nécessairement pris le chemin le plus droit sur la grande autoroute de la vie. Bref, on parle de tout, sauf d'un 9 en 5. Salut Kevin. Bonjour Simon. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Good, ça va, ça va. Comme ça, t'es perceur. Oui. Ouais, good. En fait, je t'ai invité ici pour non seulement parce que t'es mon bon ami, mais aussi parce que justement ton métier m'intrigue beaucoup. Puis j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui. Comment t'es arrivé à être perceur? Ça m'a un peu tombé dessus. En fait, j'ai eu de l'intérêt quand j'étais plus jeune, trop jeune. Dans le fond, j'ai eu mes premiers perçages parce que ma mère travaillait un peu dans le domaine. Okay. Fait que ça m'a toujours comme fasciné, intéressé. Puis en vieillissant, en travaillant dans le domaine aussi, à un moment donné, j'ai eu une opportunité puis j'ai décidé de l'apprendre avec quelqu'un, un mentor dans le fond qui a décidé de m'apprendre le perçage. Puis quand tu dis des piercings trop jeunes, qu'est-ce que tu considères comme trop jeune? Tu t'es fait percer à quel âge? Écoute, je pense que j'avais comme 12 ans à peu près, j'ai eu le sourcil. Okay. Plus jeune que ça, c'était différent à l'époque, on va dire. J'ai eu les lobes d'oreilles aussi quand j'étais vraiment plus jeune, je sais pas, 7 ans là, peut-être. Ça avait pas très bien été parce que j'étais un petit gars qui aimait jouer dehors puis que je faisais pas attention à mes affaires. Fait que je m'accrochais tout le temps. Je considérais ça trop jeune pour certains perçages que j'ai eu, mettons. OK, parce qu'il était accrochant pour un enfant, dans le fond. Ouais, exactement. Tu sais, dans le carré de sable, c'est pas idéal pour faire guérir un perçage, mettons. Là. T'as-tu eu des complications avec ça? Rien d'extrême, non. Ça t'a pas traumatisé du tout? Pas du tout. C'est juste que ça a été beaucoup trop long à guérir, puis à un moment donné, j'ai perdu patience. J'ai décidé de l'enlever parce que j'étais tanné, mais je les ai refait faire plus tard. Évidemment. Puis là, c'est ça, tu m'as dit dans le fond que t'as eu un mentor. Oui. OK, fait que le perçage, en général, ça s'apprend comment? C'est vraiment par mentorat? Exactement. Tu peux aussi faire être autodidacte, on va dire, mais c'est pas absolument pas idéal parce qu'il va y avoir beaucoup de essais-erreurs. Oui. OK. Quand tu me parles de tes bases, selon toi, c'est quoi les bases du perçage? Ce que tu as appris en premier, dans le fond? Tu sais, comme comment manipuler tes outils, t'assurer que tout est stérile, propre, que tu vas pas faire de la contamination croisée. Okay. Dans le fond, tu sais, comment travailler avec les pinces, comment placer comme il faut le perçage pour qu'il fitte avec l'emplacement, que ce soit sur l'oreille, la narine, la lèvre, etc. Puis après, tu développes aussi tes techniques, fait que tu peux aller voir. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet sur les différentes techniques de différents perceurs à travers le monde. Puis j'ai été capable de trouver, tester ce qui m'allait le plus pour... En fait, j'en apprends encore à tous les jours, même si ça fait 13 ans que je fais ça, mais trouver ce qui me plaisait le plus puis avec lequel j'étais le plus à l'aise, là, dans le fond. OK. Fait que de ce que je comprends, c'est que tu as eu un mentor pour éviter l'essai-erreur. Ouais. Puis par après, tu as quand même travaillé avec de l'essai-erreur. Oui, mais avec une base plus safe, on va dire. Okay. Plus sécuritaire. Okay. Puis une erreur en perçage, ça ressemble à quoi? Écoute, il y en a qui se font montrer à... ils se font donner un bijou, en fait, puis sont comme, installe ça au perçage que la personne a veut. Moi, je trouvais que ça faisait pas de sens, en fait, là, d'aller comme ça. Fait que je vais plus adapter le bijou en fonction de l'emplacement que la personne souhaite avoir. Puis discuter avec la personne pour être sûr que c'est viable, ça va bien guérir, qu'il n'y aura pas de complications avec l'enflure suite au perçage, puis des choses comme ça. OK. Puis tu me parlais de contamination croisée. C'est quoi ça, la contamination croisée? Si tu touches à quelque chose qui est considéré contaminé et qu'après tu touches à quelque chose qui est considéré stérile, ben là, ton champ stérile est complètement détruit. Fait qu'il faut que c'est s'assurer de pas faire cette erreur-là pour que tu perces la personne avec quelque chose le plus propre possible puis okay. qu'il n'y aura pas de bactéries vivantes, mettons, là, sur le bijou que tu vas l'installer ou des choses comme ça. Okay. Fait que si tu me décris, mettons, ton espace de travail puis la façon dont tu l'utilises, à quoi ça ressemble une salle de perçage? Je travaille beaucoup de propre à salle, okay. Dans le sens propre à contaminer plutôt. Je vais avoir comme ma stérilisation, mon plateau où ce que je dépose tous mes trucs, mon client, puis mon bac à aiguille ou ma poubelle où que je vais tout graduellement transférer vers... On va jeter tout le matériel qui a été utilisé. OK. C'est super intéressant. Puis,
Pour apprendre ça, justement, éviter la contamination croisée, j'imagine que c'est une formation spéciale quelconque que tu prends. Oui, j'ai fait une formation plusieurs fois en ligne et en personne, dans le fond, là, pour les pathogènes, les bactéries, tout ça qui sont à faire attention, comment bien travailler pour éviter tout ça, justement, là. C'est quelque chose que je conseille vraiment très de base. On me demande souvent, tu voudrais-tu m'apprendre à percer ou des choses comme ça. Puis je dis tout le temps aux gens, commencez par aller suivre cette formation-là, voir si ça vous parle, puis on verra pour la suite, là, si comme quand tu comprends, mettons, qu'est-ce que c'est travailler dans la stérilisation et tout, là, t'es comme, OK, c'est pas juste prendre une aiguille et faire un trou dans la peau de quelqu'un, n'importe comment. T'as des questions d'angle, t'as des questions placement de bijoux, etc. aussi, là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est prioritaire quand tu veux entrer dans ce domaine-là. Fait que c'est quelque chose que tu décrirais comme étant la base du perçage, travailler d'une façon propre. Oui. OK. C'est quand même rassurant à savoir que les gens sont professionnels là-dedans, malgré le fait que ce soit pas nécessairement encadré, justement, que ce soit de la transmission de connaissances par mentorat. Des fois, c'est ça amène un peu une obscurité au domaine. Puis c'est quand même rassurant de voir que, justement, il y a des techniques précises pour éviter les infections, puis bien faire ton travail. Puis, justement, as-tu eu un déclic quand tu as commencé à t'intéresser à ce métier-là? Est-ce qu'à un moment donné, tu as dit « Ah, OK, je suis vraiment à ma place ». Oui, Okay. dans le sens que après 13 ans, j'aime encore ça. Fait il y a pas une journée où je me suis dit comme me semble je ferais d'autres choses que ça complètement dans ma vie. Okay. Ça me satisfait depuis des années, puis je suis bien comblé par le fait de comment je dirais ça. J'adore que les gens viennent me voir, me fassent confiance, puis qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux, un sourire aux lèvres. Tu sais, je vois que je fais une différence dans la journée de mes clients, dans le fond, généralement, quand ils viennent me voir. Là. OK. Fait que, dans le fond, ce qui te valorise dans ce métier-là, c'est que tu procures un petit bonheur. Exactement. Je t'ai vu traiter tes clients en général, puis c'est vrai que tu les traites comme des petites pierres précieuses, aussi précieuses que leurs bijoux que tu leur installes, dans le fond. Je vois que tu as une grande fierté à ton travail. Qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu travailles, justement? Y a-tu quelque chose que un type de perçage, exemple, que, OK, je l'ai réussi, puis je suis tellement fier de moi. Oui, définitivement. Okay. Je suis vraiment perfectionniste, fait que quand je fais un perçage puis que moi je trouve qu'il est 100% parfait, c'est le niveau de l'angle pour l'emplacement, etc. C'est définitivement ça. Moi je suis vraiment satisfait puis je pense que à ce moment-là je le transmets aussi à mon client puis généralement ils se voient dans le miroir, ils sont super heureux aussi du look. Tu sais, il y en a, c'est pas juste pour faire joli non plus. Là. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont vécu une épreuve difficile. Il y en a qui viennent pour marquer la fin des études, une nouvelle job, une séparation. Tu sais, c'est pas tout le temps positif non plus. Fait que d'être capable de sortir les gens de leur inconfort ou marquer une période importante de leur vie, je trouve ça vraiment nice. Moins engageant qu'un tatou, dans le sens que si un jour ils décident d'enlever, ils vont avoir une petite cicatrice, des choses de même, mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire partie de ce moment-là dans leur vie. Dans le fond. Ouais. Fait que, dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a une certaine partie qui est assez ritualistique. Là. Il y a un certain rituel pour les clients qui, justement, les amène à prendre cette décision-là puis de te faire confiance. Y a-tu des piercings qui sont particulièrement difficiles à faire que quand tu sais que t'en as un dans ta journée, tu vas te dire « Ah non, il va falloir que je me prépare mentalement. » Oui, ben d'un sens, ils sont tous. OK. Mais tu sais, ça fait des années que je fais ça, donc je suis habitué. Pendant longtemps, mettons des septums, ça me stressait. Autant que j'adore les faire, autant que c'est comme un némésis dans un sens. Le septum, c'est vraiment la partie au milieu du nez. Okay. On va aller percer dans le sweet spot, mais à l'intérieur du nez, c'est pas tout le temps droit. Fait qu'il faut ajuster pour qu'au final, ça a l'air droit dans le visage de la personne. Fait que c'est des challenges, mais c'est ce que je préfère le plus lorsque j'ai un challenge. Puis que là, je suis comme, est-ce que je devrais te faire ce perçage-là ou pas? Est-ce que je m'embarque là-dedans? Puis quand je décide, go, on y va, tu sais, puis que le résultat est parfait, ben définitivement, je suis 100% satisfait d'avoir accepté ce challenge-là, puis de l'avoir mené à terme à 100%. OK. Tu retires une satisfaction à justement réussir des défis que tu te lances. Oui, exactement. Cool. Puis là, de ce que je crois comprendre, de ce que tu viens de me dire, c'est que des fois, tu refuses de faire certains perçages. Oui, si je considère que la personne n'a pas la morphologie pour, okay. Je vais préférer pas m'embarquer là-dedans. Si c'est pour causer un problème de guérison, que ça
ça soit pas adéquat, dans le fond, pour certaines personnes. Tu sais, il y en a qui veulent se faire percer le nombril, par exemple, mais qui ont pas la place pour, comme on n'est pas capable d'aller chercher assez de peau, etc. Puis je soupçonne que dans quelques mois ou quelques semaines, ça va vouloir faire comme un rejet, la peau va amincir, des choses de même. Je préfère pas le faire parce que je veux pas causer une cicatrice à la personne, du trouble de guérison, une mauvaise expérience. Tu sais, je veux que les clients viennent me voir, je leur donne une bonne expérience sur le coup, mais je veux que tout le reste soit parfait aussi après, tu sais, qu'ils guérissent bien, puis Ouais. que après ils soient fiers de montrer un passage de nombril, puis qu'ils nomment mon nom aussi Oui. par la suite. Fait que je préfère faire ça que d'avoir de l'argent qui m'amènera pas une bonne image nécessairement par la suite. OK. Fait que c'est ça. T'es sélectif parce que justement, tu fais attention à tes clients, puis tu fais Exactement. aussi attention à ta réputation. Exactement. Euh, Si je dis non, c'est vraiment pour mon client, dans le ouais. fond. Ouais. Je comprends parfaitement. Parce que c'est ça, souvent dans la scène du perçage, là, moi étant tatoueur, j'en vois quand même passer, puis je trouve qu'il y a comme deux catégories de perceurs. Il y a les gens qui ont l'air un petit peu plus conventionnels, puis il y a ce que j'appelle les bébites. Que c'est des perceurs qui sont all-in dans leur mode de vie. Tu sais, souvent, on va les voir avec les yeux tatoués, les joues stretchées, vraiment quelque chose dans l'extrême, vont aller dans des conventions, faire de la suspension. Ça, c'est pas quelque chose que toi, tu vises nécessairement. Non. Ok. Non, définitivement pas. Je dirais pas non à tester certains de ces trucs-là, mais comme je pense que je suis un peu plus conventionnel à ce niveau-là. J'ai des tatous, j'ai eu beaucoup de perçages aussi dans ma vie, il me reste comme juste mes oreilles, mais j'en ai testé plusieurs au fil des années aussi pour voir les guérisons, savoir de quoi je vais parler, avoir des expériences pour pouvoir les transmettre à mes clients aussi, de quoi faire, quoi ne pas faire. Fait que j'ai eu beaucoup de tests, mais je suis pas dans la partie extrémiste, on va dire, de tout ça. OK. Puis, y a-tu un piercing que t'adores faire en particulier, que lui, tu le vois sur ton horaire, puis t'es genre, ah oui, yes, Oui. j'ai assez hâte. J'adore faire des conches, qui est un perçage dans le creux de l'oreille. Moi, j'en ai pas, parce que j'ai pas la morphologie pour, bon Ok. exemple pour ça. Mais la plupart des gens, c'est relativement possible. Puis c'est un perçage que j'adore parce que la personne le voit bien de face aussi dans son oreille. Euh, si- je te dirais que c'est pas mal dans mes tops. Ça, à toutes les... Si je commence ma journée avec ça, je suis comme tout le temps yes. Ça va avoir une bonne journée. Ouais, exactement. Ou même si je vois que j'en ai un à mon horaire, j'adore ça. Ou quelqu'un qui vient me voir puis qui sait pas quoi se faire percer puis qu'on regarde son oreille, c'est généralement un de ceux que je vais conseiller en premier. Parce que j'y vais avec mes goûts un petit peu aussi. C'est ça. C'est pas mal mon préféré. On va revenir un petit peu plus dans ton passé, parce que tu m'as dit, en fait, que t'avais commencé avec ta mentor, que t'as salué, que t'as Oui. adoré. Puis après ça, t'as quitté vers Québec. Oui. Pourquoi? La vie m'en est là, Ok. tout simplement. J'avais besoin de changement. J'étais jeune aussi. Dans le fond, j'ai fait mes premiers perçages, j'avais 17 ans. OK. Clairement, j'avais d'autres choses à vivre avant de me setter professionnellement, on va dire, à quelque chose. Fait que je suis allé faire des tests. Je suis allé faire un cours de confection et retouche sur mesure de vêtements. Ok. Encore avec des aiguilles. Ouais, hein, mais on dirait qu'il y a un thème pas dans le ta même vie. genre de tissu. Ouais. J'aimais ça, mais je me suis rendu compte que c'était pas à 100% pour moi, puis peut-être plus un hobby à ce moment-là. Quand je suis parti de Québec puis je suis revenu à Rimouski, là, je me cherchais un petit peu. J'ai fait un autre travail pendant environ 1 an. Puis après ça, j'étais comme, ça me semble que le perçage, ça me manque. J'aurais envie de retourner peut-être vers ça. J'ai eu une opportunité. Puis là, comme quand j'ai rentré là-dedans, je suis vraiment allé all-in. J'ai poussé sur les techniques, les recherches. Tu sais, j'ai acheté des livres par rapport à ça. J'ai regardé des milliers de vidéos T'en as YouTube. mangé, on peut dire que c'est une Exactement. passion, dans le fond. Ouais, exactement. Ok. J'ai upgrade les bijoux avec lesquels je travaillais. Tu sais, j'étais allé chercher le plus d'informations possible, puis j'ai tout filtré ça pour comme qu'est-ce qui fait le plus de sens, pourquoi les gens utilisent ces techniques-là, pourquoi ils ont changé de cette méthode de guérison-là, les soins d'après-perçage, puis des choses comme ça. OK. Fait que c'est quelque chose qui évolue. Il faut que tu te Oui. mettes à jour constamment, dans le fond. Ouais, exactement. OK. Comme t'en apprends à tous les jours, je pense qu'il faut aussi que tu te mettes à jour puis que tu ailles valider les techniques des autres. Si tu vois que ça fait beaucoup plus de sens que tes techniques à toi puis que c'est plus logique, ben change ta méthode même si ça fait des années que tu travailles ça comme ça, mettons. Absolument. En fait, c'est ma vision d'un bon professionnel, là. Quelqu'un qui est prêt à assumer qu'il a fait des erreurs puis changer justement sa façon de travailler. Donc, je pense que c'est tout à ton honneur de justement te mettre à jour constamment. Merci. Ça m'a intéressé, la petite partie où tu as dit que tu avais eu un autre travail avant. T'es-tu prêt à en parler? Qu'est-ce que t'as fait? Pendant le 1 an que Ouais. j'ai travaillé au Waldo. OK. Comme assistant gérant, j'ai vendu des chaussures. J'aimais ça, je trouvais que c'était relativement motivant. J'ai été assistant gérant, ça m'a vraiment montré tu sais,
ça m'a appris différentes choses que j'ai quand même pu appliquer dans mon métier maintenant sur justement la gestion. C'était beaucoup à pression, le magasin où est-ce que je travaillais là, pour la vente et tout. Mais ça m'a donné des bons outils de vente parce que maintenant, je fais pas de la vente à pression. Comme je disais tantôt, si la personne n'a pas la morphologie pour, tu sais, je cherche pas à te vendre le bijou le plus cher, etc. Je veux te vendre celui que tu veux puis que tu trouves beau puis qui va bien fitter pour ta guérison et ton style. Fait que ouais, j'ai travaillé là pendant environ 1 an avant d'avoir mon opportunité de retour dans le domaine du perçage. OK. Puis là, maintenant, tu es quand même bien établi dans ta carrière. Ça fait combien de temps que tu es perceur à temps plein? 13 ans. 13 ans, c'est vraiment... Ça fait 13 OK. ans en juin cette année. Puis là, en ce moment, tu travailles à la morsure. Oui, exactement. Un studio de tatouage à la base. Et moi, je suis arrivé là-bas, j'ai un peu chamboulé le juste tatouage parce que je voulais emmener du perçage et du détatouage OK. au laser, dans le fond, pour retirer les tatouages. Fait que ouais, j'ai modifié un petit peu la morsure qui est devenue la morsure tatouage, perçage et détatouage en arrivant là il y a 3 ans maintenant. OK. Ça, c'est incroyable. En fait, tu as parti d'une entreprise de détatouage au laser. J'ai quasiment envie de te reposer toutes les mêmes questions que tu viens de te poser, dans le fond. Là. Comment ça s'apprend, le détatouage au laser? Ça a été un petit peu plus simple. Ben, je veux rien simplifier dans le sens, j'ai pu suivre une formation comme de A à Z avec une professionnelle que ça fait, si je me trompe pas, entre 13 et 15 ans qu'elle fait ça. Okay. Fait que moi, j'ai fait affaire avec une école, dans le fond, sur Internet, qui me référait à cette professionnelle-là, qui m'a tout appris de A à Z, qui me supporte encore aussi aujourd'hui. Quand j'ai des questions, je suis pas certain de où est-ce que je vais m'en aller avec tel tatouage à traiter, etc. Fait que je me sens vraiment bien appuyé là-dedans, définitivement. Ça m'a coûté un petit peu plus cher, mais j'adore ça aussi. C'était comme de rajouter une corde à mon arc à ce moment-là. Là, quand j'ai démarré mon entreprise, dans le fond, je pensais faire moins de perçage que des tatouages. Et finalement, ben, la portion perçage, j'ai eu beaucoup de demandes. Fait que j'ai pas eu le choix de suivre mes clients par rapport à ça. Je fais peut-être un 80-20%, 80% de perçage, 20% de détatouage. Puis par rapport au laser encore, es-tu capable de m'expliquer un peu comment ça enlève un tatou? J'ai de la misère à faire le lien entre de la lumière puis de la peau, puis que ça efface quelque chose. Oui, grossièrement, mettons, c'est ton corps qui va faire la grosse partie du travail. Fait que le laser va être un peu comme le stimuli. Ça va aller travailler les particules d'encre, les détruire en plusieurs petites particules, que là, ton corps va être capable d'aller filtrer, évacuer au fil du temps. Fait que toujours quand on va faire un traitement de détatouage, t'as pas ton résultat instantané. Tu vois des vidéos sur Internet où ce que ça blanchit, puis là, t'es comme « Hey, wow, le tatou a déjà l'air de vouloir partir ». Généralement, t'as le résultat de ta première séance 8-10 semaines plus tard. Comme ton corps va tout le temps essayer de travailler pour enlever l'encre, même ton tatou que tu n'as jamais fait traiter, il pâlit au fil des années, oui avec le soleil, mais aussi comme ton corps va aller enlever les particules d'encre qui sont les plus petites, les plus faciles à éliminer. Le laser va juste aller comme surstimuler ça un petit peu, fait que ça accélère le processus que ton corps essaye de faire jour 1 de ton tatouage, dans le fond. OK. Fait que pour un traitement de laser efficace, t'estimes à combien de séances, disons? Ça dépend de l'âge du tatouage, ça dépend de l'emplacement sur le corps, ça va dépendre aussi des couleurs utilisées. Mais admettons un tatouage encre noire uniquement, on peut parler entre 6 et 12 séances pour un retrait complet, ce qui peut un peu être similaire à de l'épilation au laser. Okay. C'est sur plusieurs séances que graduellement on va voir le tatouage partir. C'est sûr qu'un tatouage que c'est pas juste des lignes. Puis que c'est du shading, on va dire, de l'ombrage, tout ça. L'ombrage va partir beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de pigments que dans des lignes contours d'un tatouage. OK. Puis y a-tu certaines couleurs qui sont plus problématiques? Oui, toutes les couleurs pastel, généralement, c'est les plus difficiles à aller retirer, ou du blanc parce que la longueur d'onde, la lumière est pas capable d'aller chercher cette couleur-là. Fait que la faire réagir, on va dire. OK. Good. Ça fait longtemps qu'on parle de technique de ta carrière, de ton travail en général. J'ai l'impression que ça donne des grosses journées. Qu'est-ce que t'as fait hier? Tu me parles de ta journée d'hier, là, mettons, ça ressemblait à quoi? Hier, j'adore être travailleur autonome parce que malgré que je travaille dans une boutique de tatouage, dans le fond, on est tous des travailleurs autonomes, donc un peu plus mode coopération, coop. On s'entraide entre nous, etc., mais on a tous nos horaires à nous. Fait que moi, hier matin, j'ai pu me lever, prendre le temps d'aller marcher avec mon chien, de manger, d'arriver au travail, commencer à percer,
back-à-back jusqu'à 5 heures. Fait que j'ai eu comme ma matinée de libre. J'ai pu en profiter un petit peu. Puis après ça, ben, quand je rentre au travail, c'était comme on y va, c'est parti. Puis là, je fais la switch un petit peu sur l'aspect professionnel. J'ai commencé ma journée en installant un bijou. Après ça, j'ai fait quelques perçages. Après ça, j'ai fait un détatouage. Fait que tu sais, j'ai toujours comme des clients qui arrivent back-à-back. Je fais mes petites tâches entre-temps, quand j'ai le temps. Sinon, quand j'ai des clients surprises qui arrivent puis que j'ai le temps, je vais les prioriser à mes tâches de gestion parce que c'est pas ce que je préfère d'être travailleur autonome, mais tu sais, comme il faut que ça se fasse aussi, ça fait partie du lot, là. Ouais. C'est comment être travailleur autonome? C'est-tu un stress constant? Je dirais que non. J'ai la formule parfaite. OK. Je pense que tout est arrivé au bon moment pour moi puis que je suis à la bonne place aussi. On te vend ça un peu comme c'est stressant, ça va être énormément de travail, ça va être... Tu n'auras plus le temps de vivre, tu vas constamment être en train de travailler. Moi, c'est pas ce que je recherchais. Fait que ça me faisait peur de m'embarquer là-dedans, mais avec la formule que j'ai puis qu'on a à la morsure, dans le fond, c'est vraiment quelque chose qui me plaît puis qui me comble à 100%. C'est sûr qu'il y a certaines tâches que je n'aime pas faire, alors je les délègue à des professionnels qui sont là pour ça. Mais overall, moi, j'adore pouvoir gérer mon horaire, gérer mon entreprise comme je le souhaite, puis personne me met comme des bâtons dans les roues sur des idées que j'ai. Si je pense à quelque chose que j'ai envie de faire pour mon entreprise, ben je peux directement foncer puis le faire ou y réfléchir un peu avant. Mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie d'être travailleur autonome. Gérer mon horaire et tout, OK. ce qui vient avec. Ça t'amène énormément de liberté. Exactement. Puis un espace qui est quand même créatif. Fait que justement, quand t'as envie d'essayer des moves d'entreprise, tu peux foncer puis il n'y a pas de bâton dans tes roues. C'est magnifique. C'est quoi, mettons, ton dernier move d'entreprise que t'as fait que tu t'es dit, ah, j'aurais jamais fait ça si j'avais un boss? Acheter mon laser. OK, ah ouais. Que j'avais déjà proposé par le passé, puis ça avait comme pas passé au conseil, mais ouais, aller foncer dans cette épopée-là qui est le détatouage au laser. J'aurais pas pu faire ça avant. OK. Dirais-tu que le détatouage te passionne à peu près au même niveau que le perçage? As-tu une préférence entre les deux? C'est comme le perçage, c'est mon côté confort, on va dire, c'est ce que je connais puis c'est ce que je fais depuis toujours, j'ai envie de dire. Fait que rajouter une corde à mon arc avec le détatouage, ça a comme rallumé un peu ma passion, mais autant pour les deux. OK. Le fait aussi que ce soit mon entreprise, ben c'est certain que je suis encore autant passionné quand je fais un perçage. Je donne tout ce que j'ai. Tu sais, je travaille pas 40 heures semaine, mais à la fin de ma semaine, j'ai quasiment l'impression parce que je me donne corps et âme à qu'est-ce que je fais. Même chose pour le détatouage, il y a tellement de choses à savoir, je pourrais en parler des journées avec ma formatrice. Puis je pense qu'on se tannerait pas, puis elle pourrait toujours m'en apprendre. Puis partager aussi des résultats, des réactions sur la peau des clients, des choses comme ça. Tu sais, c'est toutes des choses qui me passionnent définitivement les deux, là. Ouais, ben là, on revient justement au domaine de la formation continue où justement, on voit que quand quelqu'un est passionné, il va juste se donner corps et âme. C'est magnifique. J'imagine que ça prend beaucoup de place dans ta tête, par contre. Parfois, oui. Ouais, c'est ça. Comment tu prends soin de toi? Je pense que au début, je me donnais justement corps et âme. Fait que même quand je travaillais pas, je recevais des messages sur Instagram, sur Facebook, etc. Je répondais quasiment instantanément. Puis à un moment donné, je me suis dit comme ça marche pas, répondre à des messages à 11h du soir, 2h du matin, etc. parce qu'il y a des clients qui te textent, parce qu'il y en a qui travaillent de nuit, il y en a qui travaillent de jour, il y en a qui sont des soirées entre amis, puis là, ils se mettent à avoir des idées de tous aller se faire percer. Là, ils prennent des informations instantanément. Fait que, généralement, quand je quitte le travail, j'essaie de ne plus y penser, puis plus faire de tâches, dans le fond, là, en lien avec le travail. Fait que vraiment comme séparer ma vie personnelle du travail, tout simplement. OK. Fait que tu réussis à mettre la switch à off. Ça a été un apprentissage, mais finalement, t'es capable. C'est graduel, là. Je veux pas dire que je suis parfait là-dedans, là, mais j'essaie de paramétrer ça pour le mettre de côté, puis penser à moi après quand je suis rendu à ce moment-là. Puis justement, là, t'en es rendu à avoir besoin de penser à toi, ce qui est tout à fait louable. Est-ce qu'il y a eu un moment où t'as trouvé ça tellement difficile que tu t'es dit, bon, là, faut que je change ma façon de faire les choses? T'as-tu une période un petit peu plus dark dans ta carrière où t'as peut-être pensé arrêter ou juste prendre une pause puis recalibrer un peu le tir pour que ça continue de façon très lisse? Définitivement. Définitivement.
je sais pas si on peut parler de ça, là, mais comme... définitivement, à un moment donné, j'étais pas à mon meilleur à ce moment-là dans ma vie personnelle, ce qui faisait que j'étais pas à mon meilleur professionnellement. Mon entourage proche m'a aidé, mais mon entourage professionnel moins. Okay. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas eu le choix de prendre une pause forcée du médecin. OK. Et j'ai eu le temps de prendre du recul pendant quelques mois. Est-ce que j'aime encore ça? Est-ce que je veux faire d'autres choses en vie? Si oui, qu'est-ce que je ferais? Je me suis posé toutes ces questions-là, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, tant pis, je me lance, puis j'essaie de démarrer mon entreprise. Dans le fond. Fait que j'ai vraiment passé de comme super down à on repart, mais comme en feu, je démarre mon entreprise, j'achète un laser, je continue là-dedans dans ce domaine-là qui me passionnait depuis des années, dans le fond, puis je crée mon propre avancement, si on veut. Ouais. Good. Justement, tu as eu une belle question, je trouve, quand tu t'es demandé est-ce que je ferais autre chose dans la vie? Là, clairement, non. Mais aurais-tu une réponse à donner à ce Kevin-là? Qu'est-ce que tu aurais eu envie de faire si tu n'étais pas perceur? C'est sûrement un petit rêve d'enfance, mais comme quelque chose avec les animaux. J'adore les chiens. Pendant ma pause, j'étais comme, est-ce que je vais travailler, mettons, à la SPCA ou des choses comme ça, pour faire un peu de bénévolat, parce que je pouvais pas travailler en tant que tel, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait passionné. J'ai même pensé à être toiletteur ou comme complètement dans un autre domaine, mais au final, je revenais tout le temps à ça. Puis quand j'ai décidé de recommencer, puis que j'ai fait mon premier perçage dans mon entreprise, instantanément, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Dans le fond, ouais. T'as percé, tu t'es dit, OK, je me sens à la maison, puis là, on se lance. Exactement. Quand je me suis ennuyé de tout ça pendant des mois, j'en ai pas fait. J'avais des clients qui m'écrivaient « Quand est-ce que tu recommences? Quand est-ce que tu reviens? Est-ce que tu perces encore? » J'avais tout le temps des questions comme ça, qui mettaient, oui, un petit peu de pression, mais en même temps, j'étais c'est le fun de voir que les gens veulent que ce soit moi, dans le fond, là, qui fasse leur perçage, vu que j'ai comme développé cette confiance-là pendant des années avec les clients. OK. Puis tu gères comment le fait que ton travail implique nécessairement de la douleur? Je te pose ces questions-là parce que moi, en tant que tatoueur, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Puis je suis devenu fatigué de faire mal au monde. J'aimerais tellement ça qu'il y ait une solution qui existe qui serait pas douloureuse. Parce que justement, mon empathie, elle embarque dans le tapis. Puis à un moment donné, je commence à ressentir la douleur des autres. Puis j'ai hâte que ça finisse. T'as-tu un peu ce sentiment-là? Définitivement. En perçage, un peu moins, on va dire, dans le sens que c'est toujours bref. Fait que c'est une seconde, oui, ça t'a fait mal, c'est réglé. Moi, je m'assure que ce soit le plus rapide possible. Par contre, quelqu'un qui vient me voir parce qu'il y a un problème de bijoux, qui doivent, je sais pas, ils ont de l'infection dans un perçage, que ce soit moi ou pas qui l'ait fait, moi, je veux les aider. Puis là, je dois retirer un bijou, mettons, dans une plaie qui te fait mal à la base, dans un bobo qui te fait mal à la base. J'essaie que ce soit bref, mais c'est pas tout le temps possible. Et ça, à ce moment-là, je me sens vraiment mal parce que je sais que je fais vraiment mal à la personne. Au même titre, un peu pour le détatouage, pour ça que je conseille toujours une crème qui va engourdir la peau pour rendre ça plus confortable parce que quand c'est une séance qui va peut-être me durer un 5-10 minutes puis que je vois que la personne souffre, j'ai vraiment pas de fun. Je vais laisser des pauses ou demander à la personne si elle préfère qu'on clenche ça le plus vite possible parce que c'est définitivement pas la partie que je préfère dans mon travail. Mais une fois que c'est fait, au moins, généralement, c'est réglé. Contrairement au tatou qui peut durer quelques heures, là. Fait que j'ai quand même bien ça, mais quand ça arrive, je suis pas comme satisfait d'avoir fait mal aux gens, là. C'est touché. En même temps, moi, je me consolais souvent en me disant que c'est un choix volontaire puis que, dans le fond, ils payent pour ça. Oui. Ça a vraiment été un plaisir de te parler. Moi aussi, c'est bon. J'en ai appris beaucoup sur ton métier, puis vraiment agréable. Si on veut voir ton portfolio, comment on fait? Le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de lamorsuretattoo.com ou sur Instagram, Lox_Rimouski, ou même sur Facebook, vous pouvez trouver aussi la page de Lox. J'affiche des photos à tous les jours que je travaille, je pense. Alors, vous allez pouvoir voir mon travail. On peut te suivre comme ça. Oui. Génial. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.